L'intelligence artificielle va-t-elle se tenir sur les talons de la transformation numérique? S'il y a une chose que je dirais à propos de l'intelligence artificielle, ce n'est plus de l'intelligence artificielle, c'est juste de l'intelligence. Lorsque vous interagissez avec un être intelligent, vous devez juger tout ce que vous absorbez. Peu importe les conseils reçus, il faut y réfléchir. Ariel Assaraf, le fondateur et président-directeur général de CoreLogic. Nous sommes passés d'une poignée de clients à des dizaines, puis des centaines et maintenant des milliers au fil du temps. Le Centre d'intelligence artificielle offre vitalité et sécurité pour nos modèles d'intelligence artificielle depuis moins de 6 ans en surveillant, résolvant les problèmes et aidant les entreprises à prendre de meilleures décisions. Tout va devenir de l'intelligence artificielle. En tant que consommateurs, nous devrons perfectionner notre discernement. Je dirais même jusqu'à éduquer les enfants dès leur plus jeune âge sur la façon d'interagir avec l'intelligence artificielle, comment interagir avec les machines afin qu'ils soient critiques vis-à-vis de l'information. Bonjour et bienvenue à nouveau sur le podcast YouTube alimenté par businessavec.net, citisabyss.com et wisdomia.org. Nous sommes ici pour continuer à profiler les acteurs mondiaux et les dirigeants d'entreprises qui créent de nouvelles opportunités pour la façon dont nous gérons nos affaires, nos technologies, en particulier beaucoup de choses liées à la révolution massive de l'intelligence artificielle qui change tout sur l'humanité et les entreprises. L'une des choses que nous aimons toujours est de profiler les gens, mais aussi de souligner comment nous pouvons réellement regarder de l'expérience à la réalisation pour les entreprises et ce qui se passe autour de cela. Donc aujourd'hui, je suis assez excité d'accueillir dans notre série une entreprise et l'entrepreneur qui ont fait quelque chose d'assez incroyable dans les domaines de l'intelligence artificielle et des plateformes de données en streaming et beaucoup de choses différentes en termes de comment nous allons voir de plus en plus les directions technologiques. Je souhaite donc la bienvenue à notre série à Ariel Assaraf, le fondateur et président-directeur général de CoreLogic. Ariel est un entrepreneur avec un background technologique de plus de 15 ans, aidant les entreprises, en particulier en regardant le pouvoir des données et en augmentant nos intelligences artificielles prenant le dessus sur tout cela. En tant que fondateur et président-directeur général de CoreLogis, une plateforme de données en streaming leader pour une sérénité totale pour les journaux, les métriques, le traçage et les données de sécurité. Cette plateforme grandit assez significativement et c'est l'un des domaines dont je veux parler, la croissance et aussi leurs solutions. Cette plateforme compte plus de 2000 clients mondiaux, y compris de grandes entreprises mondiales, 500 000 applications surveillées et 3 millions d'événements traités. CoreLogic a été fondée en 2014, a obtenu son diplôme de Microsoft Accelerated en 2016 à Tel Aviv et est aujourd'hui à Cuarte, en Californie, aux États-Unis. En décembre 2024, l'entreprise a acquis Aphoria dans une transaction de 50 millions pour améliorer la transparence du système d'intelligence artificielle et l'entreprise a également récemment lancé son centre d'intelligence artificielle, offrant une observabilité en temps réel pour les applications d'intelligence artificielle. Avant de fonder CoreLogic, Ariel a servi dans l'unité d'élite du renseignement israélien et il a développé une plateforme d'extraction de données et connecté les unités de renseignement et de technologie pour créer des outils de renseignement uniques. Ariel a ensuite rejoint Variant Systems où il a dirigé des équipes d'automatisation, d'intégration et d'autres différentes équipes et a contribué à des projets de grande envergure. Donc, beaucoup de choses intéressantes ici. Et certaines des choses qu'Ariel a profilées de manière significative en termes de technologie depuis son bachelor en économie et mathématiques et a également été reconnu mondialement comme une personnalité exceptionnelle en recherche et développement ainsi qu'une personnalité centrée sur beaucoup de la recherche et détenant également des brevets dans différents domaines de détection d'anomalies et d'événements de codage numérique. Donc je pourrais aller ici, mais je vais rester ici. Pour ici, Ariel, bienvenue dans notre série. Je suis assez excité de parler de beaucoup de choses que vous faites. Merci Denis de m'avoir invité. Donc ce que vous faites, je dirais que vous touchez beaucoup des parties les plus avant-gardistes de l'intelligence des données et de l'intelligence artificielle. Mais tout cela commence avec les données et cela commence toujours avec les gens. Alors commençons par vous d'abord. Donc de votre expérience d'Israël au monde, parlez-nous un peu de votre parcours. Et aussi un peu d'espace. La première question serait probablement
Quand avez-vous décidé pour la première fois d'aller dans cette direction des données au sein? Et bien sûr avec un background en économie et en mathématiques, mais aussi comment vous voyez-vous dans ce rôle et qu'avez-vous accompli jusqu'à présent? Eh bien, je pense que l'une des choses qui m'a vraiment ouvert les yeux au début de ma carrière, c'est que l'unité de renseignement et l'armée vous donnent une opportunité, quand vous êtes très jeune, quand vous avez 18-19 ans, de gérer tout d'abord une infrastructure massive et d'énormes quantités de données. Je crois que cette opportunité est unique et irremplaçable. La capacité à examiner des milliards et des dizaines de milliards d'événements et à avoir une puissance de calcul massive, mais aussi une grande responsabilité et des décisions qui sauvent des vies basées sur ces données. Et donc, pour moi, c'était vraiment une révélation, vous savez. Passer pratiquement du lycée à cela était quelque chose qui était tout d'abord vraiment excitant et stimulant. Mais en second lieu, cela a en quelque sorte ouvert mes yeux sur le développement de la technologie et tout ce qui va venir. À ce moment-là, le cloud était encore très jeune. Nous regardions le cloud computing. L'apprentissage automatique était alors crucial, les plateformes de big data émergeaient à peine. Et il était vraiment clair que le potentiel autour de comment améliorons-nous réellement la vie des gens. Et nous n'avons probablement pas remarqué à quel point nos vies sont devenues plus faciles et meilleures. Vous savez, les gens utilisent aujourd'hui des plateformes de big data du côté consommateur quand vous faites des achats, quand vous cherchez des produits, quand vous utilisez le Chat Generative Pre-Training Transformer, quand vous faites de la recherche. À ce moment-là, alors que la révolution des big data commençait, il était clair pour moi que j'aimerais garder ce rôle. Puis, en intégrant Verint Systems, une autre société de sécurité intérieure. Puis encore, en regardant comment les données ne sont pas seulement utilisées pour le confort, mais c'est en fait un atout qui sauve des vies et crée de la sécurité que les pays et les entreprises possèdent. Et à partir de là, j'ai commencé à remarquer les défis autour de la gestion des données en ce qui concerne l'observabilité des systèmes et la stabilité des systèmes. Alors, tous ces grands avantages que nous obtenons de la technologie, comment les maintenons-nous en fonctionnement? Comment offrons-nous une bonne expérience à nos clients? Et c'était un point de douleur significatif chez Terian où chaque projet était énorme avec des clients mondiaux. Comment nous assurons-nous de leur fournir le meilleur service? Et c'est là que l'origine de la plateforme Corelogix a été essentiellement créée. Avant même de continuer, j'ai beaucoup de questions sur votre entreprise. Donc, grâce à cette éducation que vous avez mentionnée, je sais qu'Israël a une éducation assez technologique. Et je pense que c'est un élément assez important, comme vous l'avez dit, vous avez l'expérience de l'armée, mais aussi votre éducation. Comment cette partie est-elle venue? Parce qu'il y a un sens de l'entrepreneuriat qui est unique et aussi un sens de la technologie et des mathématiques qui est, je pense, également unique. C'est pourquoi Israël est en tête dans tant de choses dans le monde, dans ces domaines de la technologie. Oui. Tu sais, c'est drôle. De nombreux Israéliens interrogés ne mentionneront pas le contexte académique, tout comme je l'ai omis moi-même. L'expérience de vie que vous obtenez à un si jeune âge, et puis, vous savez, commencez immédiatement dans des rôles assez seniors dans de grandes entreprises technologiques, qui sont des entreprises publiques qui comptent sur vous, parce que même si vous avez 21 ans, vous arrivez avec 3 ou 4 ans d'expérience dans la vie réelle, des données massives. Le système éducatif, de l'école à l'université, est de très bonne qualité. Et puis, vous obtenez une éducation plus formelle. Mais je pense que l'une des choses que j'ai le plus acquises là-bas, c'est beaucoup de connexions avec des personnes avec des idées similaires. Le réseau en Israël est très soudé. C'est une petite industrie, géographiquement petite. Et puis, du point de vue du nombre de startups, du financement et des revenus, c'est une énorme industrie. Et donc, vous pouvez marcher d'un côté à l'autre à Tel Aviv, entre le bureau de CoreLogix et Wiz et Monday et SentinelOne, et ils sont tous autour du même bloc. Et tout le monde connaît des gens de ces entreprises. Tout le monde a soit servi avec eux, soit est allé à l'école avec eux. Je pense donc que c'était une grande partie de ce voyage. Et ce qui est vraiment bien dans un écosystème technologique, c'est que lorsque la première génération qui a réussi réinvestit dans la communauté, il y a beaucoup de mentalités de type payer en avance ici, ce qui est un peu similaire à la région de la baie. Beaucoup des premières startups à sortir, que ce soit Waze à l'époque ou Mellanox, beaucoup de ces gens sont devenus investisseurs eux-mêmes. Beaucoup de ces gens ont aidé à fonder des startups. Beaucoup d'entre eux se portent volontaires pour aider les startups à travers un très grand réseau d'accélérateurs. Et, vous savez, quand nous avons commencé, le niveau de conseil que j'ai reçu dans ces accélérateurs,
que ce soit le vice-président de CorpDev pour Microsoft ici en Israël, que ce soit les fondateurs de sociétés sorties, que ce soit des experts de l'industrie qui sont venus là et y contribuent tous de leur temps. Et puis, vous savez, de petits investisseurs providentiels comme l'un de nos premiers investisseurs qui est arrivé après l'accélérateur. Le gars a dirigé Microsoft en Israël, qui est l'un de leurs plus grands centres de R&D. Je pense que c'est le deuxième plus grand après les États-Unis. Ce type de mentalité. Mais ensuite, l'écosystème est quelque chose qui aide évidemment à construire. Et maintenant, cela s'appelait auparavant la Nation Startup. Maintenant, je pense qu'il y a beaucoup d'expansion parce que cette génération a grandi et qu'il y a beaucoup de plus grandes entreprises qui arrivent et beaucoup de fonds multinationaux sont venus en Israël et ils ont vu de bons retours et ont évidemment étendu ici. Donc l'opportunité est vraiment bonne. Je dirais probablement au niveau de la baie de San Francisco, de New York et de Londres. C'est assez impressionnant. C'est l'une des questions que j'ai à ce sujet et je pense avoir interviewé quelques organisations d'Israël, c'est que le sens de l'entrepreneuriat, le sens de l'innovation et aussi le sens des affaires est unique. Donc, vous concevez des tests à grande échelle et des déploiements de projets, ainsi qu'un membre à part entière de Variant, le Conseil d'innovation d'Israël, et vous avez contribué à l'évaluation de la technologie et à la gestion des investissements internes. Alors, comment cela a-t-il influencé votre carrière et la création de CoreLogic? Oui, bien, je pense. Chez Variant, encore une fois, la nature de l'utilisation des données a été, en un sens, quelque chose que je pense avoir l'un des plus grands impacts que vous pouvez obtenir des données, n'est-ce pas? Si c'est pour la sécurité terrestre, si c'est pour prévenir le crime, si c'est pour prévenir le terrorisme, l'idée de traiter de telles données, et c'est beaucoup sur l'état d'esprit que vous avez lorsque vous apprenez quelque chose ou que vous traitez quelque chose, si vous abordez quelque chose avec, je dirais, une grande quantité de sérieux et que vous le traitez avec le genre de vous y mettez votre esprit, sachant à quel point c'est impactant, cela reste dans votre cerveau beaucoup plus fort. Et cela crée en réalité votre caractère et la manière dont vous traitez les données. Et donc, j'ai appris à prendre les données très au sérieux. Et Variant, encore une fois, c'est cette opportunité qui m'a été donnée là-bas, très jeune pour gérer des gens, pour rencontrer des clients à grande échelle, pour prendre des décisions et des projets qui valent des dizaines ou des centaines de millions de dollars, est quelque chose qui façonne vraiment la personnalité de quelqu'un. Et en vous développant dans le rôle d'un entrepreneur, comment prenez-vous des décisions? Comment embauchez-vous les bonnes personnes? Comment gérez-vous les gens? Comment interagissez-vous avec les clients? Cela m'a évidemment beaucoup apporté. Et c'était une excellente école simplement parce que la nature de Variant et le fait de traiter avec la sécurité intérieure signifiait qu'un grand nombre de personnes talentueuses là-bas venaient également de l'unité de renseignement. Et donc le type de personnes qui allaient travailler là-bas étaient des personnes que je connaissais, beaucoup d'entre elles, et le réseau et la qualité des professionnels là-bas étaient vraiment élevés. Et donc, cela a évidemment beaucoup contribué à l'ensemble de compétences que j'ai développées et que je continue évidemment à développer en tant que président-directeur général d'une entreprise. Donc, vous avez créé CoreLogic en 2014, donc il y a 11 ans. Donc, l'entreprise a grandi pour devenir une puissance mondiale en termes de données et d'analyse de logs. Votre vision souligne également la croyance profonde en la puissance transformatrice latente de la technologie. Parlez-nous de votre entreprise. Quelle est son histoire et que faites-vous actuellement? Oui, donc Coroma est une histoire très intéressante en fait. Commençons par la situation actuelle, puis je donnerai du contexte. L'entreprise opère actuellement dans le secteur de l'observabilité. Nous effectuons des journaux, métriques, APM Monitoring du réalisme, Subscriber Identity Module pour la sécurité, mort de rire et réponse gérée pour la sécurité. Le Centre d'intelligence artificielle de CoreLogic offre désormais l'observabilité et la sécurité pour les modèles d'intelligence artificielle, donc une plateforme très large qui sert des milliers de clients dans le monde entier, pratiquement dans tous les pays. Donc, nous avons 8 régions opérationnelles. Nous avons des bureaux dans 5 pays et des employés dans 30. C'est une entreprise très mondiale. CoreLogic compte aujourd'hui environ 500 employés témoignant d'une croissance significative ces dernières années. Et ce que nous faisons différemment, c'est que CoreLogic analyse tout en flux. Donc, toutes les données sont analysées à la volée lorsqu'elles entrent dans le système, puis nous les écrivons dans le stockage propre au client, où nous pouvons exécuter des requêtes à distance sur le stockage du client pour un traitement d'événements complexes et des insights
qui génèrent des résultats commerciaux. Donc, pas seulement de la surveillance et, vous savez, résoudre des problèmes. En réalité, aider les entreprises à prendre de meilleures décisions est un investissement massif que nous avons fait, que ce soit la cardinalité ou les volumes de données que notre moteur de requête supporte. Maintenant, nous avons traversé un sacré voyage pour y arriver. Nous avons donc créé une entreprise à la fin de 2014, début de 2015. Au départ, une entreprise plus simple qui visait à créer un produit de journalisation plus facile que les titulaires actuels à cette époque. Cela n'a pas bien fonctionné car notre espace est l'un des plus encombrés de l'observabilité. Sans quelque chose de vraiment spécial en cours, il est très difficile de survivre. Pendant les 3 à 4 premières années, nous cherchions en quelque sorte notre voie. Je n'étais pas initialement le président-directeur général en tant que l'un des cofondateurs et j'ai dirigé le produit dans l'entreprise. Et puis au début de 2019, je suis devenu président-directeur général et, à l'époque, notre situation n'était pas bonne. Les revenus étaient faibles par manque de clients. Les revenus étaient en dessous d'1 million de dollars. C'est des ordres de grandeur au-dessus de ça aujourd'hui. Mais à l'époque, nous essayons de réfléchir. Comment créons-nous quelque chose qui est suffisamment différent, qui est suffisamment transformateur pour que les entreprises prêtent même attention à ce que nous faisons? Parce qu'il y a tellement de grandes entreprises dans le domaine de l'observabilité. Comment arrivez-vous même à surpasser ce bruit pour fournir aux entreprises une solution qu'elles ne sont pas en mesure d'obtenir aujourd'hui? Et c'est là que nous avons créé Streamer, notre première technologie révolutionnaire en fait pour faire ce que nous appelons le streaming avec état. Analyser et transformer les données en flux est une chose, mais comment faites-vous une analyse à long terme de ces données sans stocker les données brutes réelles? Et nous avons créé un mécanisme entier que nous appelons Streama, qui ne stocke que l'état dont il a besoin. Il est fragmenté, il est très résilient. Ensuite, tous les aperçus, incluant les alertes, anomalies et modèles exécutés sur les données, sont extraits à la volée. Par la suite, certains clients ont demandé l'accès aux données brutes. Nous étions à nouveau à la recherche d'une solution. Chemin complètement différent qui apporterait une valeur ajoutée par rapport à ce qui existe sur le marché. Donc, lorsque nous avons regardé nos concurrents, ils ont tous, tout d'abord, stocké les données puis les ont analysées. Nous avons dit, nous ne voulons pas stocker les données. Nous ne stockons pas les données car nous ne souhaitons pas posséder celles du client. Nous savons à quel point les données sont précieuses et nous savons combien elles devraient l'être pour nos clients s'ils ne le comprennent pas encore. Et donc, pour générer des données de si grande valeur comme l'observabilité, qui contient pratiquement tout ce qui se passe dans votre entreprise, puis les envoyer à un autre fournisseur qui les stocke dans son propre format sur ses propres serveurs, mais qui vous facture ensuite un loyer pour chaque jour où vous les conservez, vous facture essentiellement pour la rétention, nous avons pensé que cela n'avait pas de sens. Nous ne pouvons pas dire d'une part combien nous valorisons les données, et puis d'autre part dire à nos clients « donnez-nous toutes vos données ». Et donc, nous avons décidé de construire un moteur qui stockera les données sur le propre stockage du client dans un format ouvert qu'il peut interroger en dehors de Carlogix, mais que nous pouvons également interroger directement à partir de Carlogix. Il analyse en flux et interroge à distance les journaux, métriques, traces et sécurité read-only memory. Maintenant, une fois que nous avons fait cela, nous avons constaté une croissance significative au point que nous sommes passés d'une poignée de clients à des dizaines, puis des centaines et maintenant des milliers en moins de 6 ans. Durant ce voyage, nous avons beaucoup appris sur la validation d'idées, ce qu'il faut demander et ne pas demander. Nous avons appris que souvent les startups ont tendance, et nous l'avons fait aussi, à poser les mauvaises questions lorsqu'elles valident une idée. C'est-à-dire que dans un marché B2B, c'est beaucoup plus comme une guerre d'échecs que n'importe quoi d'autre. Il y a tellement de pièces mobiles et vos concurrents ne se reposent pas et tout le monde essaie de se battre pour les mêmes comptes. Comment vous assurez-vous que votre idée est réellement quelque chose dont les clients ont besoin? Et donc, quand nous sommes sortis, nous avons dû poser des questions qui ont conduit nos clients à toujours nous donner une validation de ce que nous pensions déjà. Donc, nous allions voir un client et disions « Hey, paieriez-vous pour un système qui vous offre une interface d'analyse de log plus simple, plus légère et plus facile à utiliser? » Le nombre de personnes qui remarqueront cela est très faible. Souhaitez-vous que ce système détecte automatiquement les problèmes? De toute évidence, la plupart des gens diront oui. Et aimeriez-vous que ce soit moins cher que ce que vous avez aujourd'hui? Oui, bien sûr. Et donc, nous avons pensé, d'accord, nous avons cette idée d'une détection automatique d'anomalies et de regroupement de données facile à utiliser, une alternative moins coûteuse aux acteurs en place. Quand nous avons commencé, nous devrions être bons.
Mais ensuite, la réalité est que vous devez demander au client qu'est-ce que vous avez aujourd'hui dont vous pouvez vous passer. Qu'est-ce que cela vous coûte de remplacer votre solution actuelle? Et êtes-vous prêt à avoir deux solutions ou doit-elle remplacer l'autre? Quel côté de l'entreprise cela sert-il ou quel intervenant dans votre entreprise prendra ce type de décision? Parce que même si tout le monde a dit oui à nos questions initiales, lorsque nous avons rencontré le marché à ce moment-là, avant que nous ayons construit Streama et DataPrime, qui est la requête à distance, et avant que nous ayons un véritable différenciateur clé dans l'architecture et le modèle d'affaires, et l'aspect technique du produit, les clients diront « Ce que vous avez est bien, mais je vais devoir avoir une liste de fonctionnalités que l'incumbent a, et pour migrer, cela est un énorme projet pour moi, et je ne vais pas payer les deux parce que c'est déjà cher comme ça. » Et donc, nous nous sommes retrouvés à être un produit de niche dans certaines petites entreprises, mais ensuite, pour la plupart, juste inexistants sur le marché, et nous avons beaucoup appris de cela parce que le développement de produits justes ne finit jamais. Donc maintenant, quand nous construisons des produits, nous espérons avoir une approche beaucoup meilleure envers ce que nous validons avec les clients. Comment nous nous assurons que nous construisons les bonnes choses, que nous résolvons les bons problèmes? Donc c'est un peu le voyage que nous avons traversé depuis la fondation de l'entreprise jusqu'à aujourd'hui. Félicitations. Comme vous l'avez souligné, c'est un milieu très compétitif. Lorsqu'il s'agit de gestion des données, vous êtes en concurrence avec les géants de la Silicon Valley aux États-Unis, mais vous avez réussi à créer une entreprise actuellement valorisée à plus d'1 milliard de dollars. De plus, je suis sûr que ce n'est pas une information publique, mais c'est assez impressionnant. Ce que vous avez accompli est donc impressionnant. Revenons au produit et à la façon dont vous considérez les données. Et surtout depuis 2015. Eh bien, votre série D en 2022, nous avons aussi actuellement l'émergence de l'intelligence artificielle, donc pas au sommet de toutes les innovations, que vous construisez autour des données et aussi surtout la gestion des données. Par exemple, votre plateforme, si vous regardez en un mot pour les personnes qui nous écoutent, c'est que vous regardez les analyses de streaming en temps réel des grandes entreprises et vous créez des capacités de surveillance, de visualisation et d'alerte sans le fardeau de l'indexation. C'est donc assez technique. Je pense que ce sera probablement la partie la plus technique pour les personnes qui nous écoutent. Alors, en vous basant sur le travail de développement de votre produit, qu'est-ce que cela apporterait aux personnes qui nous écoutent, qui ne connaissent pas grand-chose de votre entreprise? L'essentiel sur les points forts de votre plateforme et la façon dont vous avez construit la relation ont fait votre succès selon ce que vous avez mentionné avec vos clients, mais aussi vous êtes en train de mettre à l'échelle des données pour les gouvernements, pour les institutions, pour certaines des plus grandes entreprises du Fortune 500, ce qui est une responsabilité massive et beaucoup de domaines différents. Expliquez brièvement comment vous construisez les produits, les pipelines de données et votre plateforme de produits en donnant autant de détails que possible. Oui. Donc, à un niveau élevé, comment créons-nous une analyse de flux puis une interrogation à distance? C'est un peu la clé. Donc, pour l'analyse en flux, CoreLogix utilise essentiellement des bases de données intégrées à travers les flux Kafka. Chaque service dans CoreLogix sait comment écrire l'état nécessaire à partir des données. Il n'aura donc pas besoin des données brutes dans cette base de données intégrée. Et ensuite, vérifier par rapport à ce stockage. Nous utilisons quelques algorithmes qui compressent vraiment la quantité de données que nous devons stocker et les hashen. Nous pouvons donc observer et prendre des décisions importantes avec une empreinte mémoire réduite. Et ensuite, notre moteur écrit les données dans le propre stockage du client dans un format qui est A, ouvert, B, disponible pour nous pour des requêtes directes avec notre moteur de requête appelé DataPrime. Avec Special.DataPrime, il interroge les journaux, les métriques, les traces de tous en une fois. Vous pouvez même joindre entre différents types de données. Beaucoup de clients recherchent donc une interface utilisateur unique. Un différenciateur clé de CoreLogix est la possibilité d'avoir tous les types de données dans un seul tableau de bord, requêtes et alertes. C'est donc une véritable fenêtre de visualisation unique, pas un assemblage de produits. Quant à notre traitement des clients, je pense que dès le début, et il y a une anecdote amusante à ce propos, quand nous étions petits et que nous avons commencé à vendre, nous sommes entrés dans une grande compagnie aérienne et ils ont beaucoup aimé notre produit, mais les plus grandes préoccupations concernaient notre taille. Ils se demandaient comment une petite entreprise comme la leur pouvait obtenir le soutien nécessaire. Comment nous assurons-nous que lorsque nous avons besoin de vous, vous êtes là parce que nous ne voulons pas travailler avec une petite entreprise qui pourrait disparaître un jour? Et nous avons dit, vous savez quoi, les gars, laissez-nous nous engager. Laissez-nous nous engager maintenant à un temps de réponse de 5 minutes sur le chat 24 heures sur 7.
À l'époque, nous étions 10 personnes dans l'entreprise. Tous les membres de l'équipe sont des ingénieurs, excepté moi. Comment vous engagez-vous dans ce type de projet? J'ai dit que je prendrais la responsabilité. Et j'ai connecté une interface de chat dans l'application qui s'appelle Intercom. Et chaque fois qu'un problème survenait, il apparaissait sur mon téléphone 24 heures sur 7, ce qui signifie que si je dois me réveiller au milieu de la nuit, je me réveille au milieu de la nuit et réponds aux clients par chat. Et j'ai fait cela pendant quelques mois, où j'ai vu un tel engagement avec ce client et d'autres lorsqu'ils ont eu l'impression qu'il y avait quelqu'un de l'autre côté de la ligne, sur le côté de l'application, qui pouvait non seulement les aider à résoudre les problèmes, mais aussi à construire des tableaux de bord et des meilleures pratiques, etc. Et puis, nous avons commencé à construire notre travail orienté client de cette façon, immédiat et rapide. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, nous servons des milliers de clients, des milliers d'appels chaque semaine avec un temps de réponse inférieur à 20 secondes. Donc 20 secondes pour le temps de réponse du support humain. Nous attribuons un gestionnaire de compte technique à tous les différents clients et un gestionnaire de compte commercial. Et nous avons beaucoup de politiques très strictes concernant l'absence de factures surprises, des prix très transparents et prévisibles. Et nous nous en tenons à ces choses parce que nous pensons que la technologie est un facilitateur pour l'entreprise, mais elle doit s'accompagner de l'aspect humain. Comment nous assurons-nous que nos clients sont habilités, se sentent à l'aise avec le système, sont soutenus et que nous construisons également une feuille de route stratégique pour eux? Et donc, en tant qu'entreprise, nous avons développé ce que nous appelons le modèle de maturité de l'observabilité, qui est comment nous faisons passer une organisation de la première phase de la télémétrie à la deuxième phase de la résolution des problèmes plus rapidement, ce que nous appelons l'intelligence de l'ingénierie, à la troisième phase de ce que nous appelons l'intelligence de production, donc la surveillance de la production dans son ensemble, et à la quatrième phase, qui est en fait l'extraction d'informations au niveau de l'entreprise, à partir de l'observabilité et la conduite des résultats de l'entreprise, parce que les données d'observabilité, contrairement à ce que les gens ont tendance à penser, sont le volume le plus élevé, le plus grand nombre de dimensions, l'information la plus en temps réel que vous générez. Si vous êtes une entreprise en ligne ou une entreprise native du cloud ou une entreprise qui fait la majeure partie de ses affaires en ligne, l'observabilité couvrira une très, très grande partie de votre quotidien, comme les journaux, les mesures et les traces, et Real User Monitoring vous donnera une image complète de tout ce qui se passe dans votre entreprise. Il suffit de savoir comment l'extraire. Et donc, la capacité à le faire avec notre moteur de requête, avec notre habilitation et avec notre modèle de maturité est quelque chose qui aide les entreprises à générer réellement des revenus à partir de l'observabilité, à créer de meilleurs canaux de communication entre les différents départements. Maintenant, tout le monde utilise le même système et le même langage, ouvrant de grandes opportunités pour les entreprises. Elles peuvent non seulement l'utiliser comme outil de développement pour résoudre les problèmes, mais aussi valoriser les données, surtout en étant propriétaire de celles-ci. Et vous pouvez faire plus que simplement surveiller. Concernant l'intelligence artificielle et notre travail dans ce domaine, il est clair qu'au début de la Révolution, nous n'étions pas si petits à l'époque, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Et nous voulons attendre et voir si c'est réel, n'est-ce pas? Parce que nous avons traversé quelques révolutions qui n'étaient pas aussi grandes que les gens avaient tendance à penser. Mais ensuite, après un an, il était vraiment clair que, d'accord, cette chose va tout changer. Cela va transformer notre accès aux données, comme c'est déjà le cas pour les consommateurs. Et nous sommes maintenant à ce moment très intéressant où, généralement, vous obtenez l'expérience de pointe, où vous aviez l'habitude d'obtenir l'expérience de pointe de la technologie et de l'accès aux données lorsque vous êtes chez vous. Je suis désolé, quand vous êtes au bureau, n'est-ce pas? Donc, vous auriez une très bonne expérience d'accès, d'analyse de données dans votre monde B2B en tant qu'ingénieur. Mais de retour chez vous, vous utilisez des outils très simples. Nous sommes maintenant à une époque très intéressante où ce que vous obtenez en tant que consommateur lorsque vous regardez ChatGPT ou Anthropic ou Cloud, quoi que ce soit, est en fait bien meilleur que ce que vous obtenez au bureau. Vous pouvez converser avec des données à travers le monde. Vous pouvez demander à effectuer des recherches pour vous. Vous pouvez effectuer de petites tâches agentiques. Vous pouvez générer des images, écrire des requêtes, construire des graphiques, les exporter et utiliser des feuilles Excel au bureau. Nous sommes convaincus que cet écart va se combler car la démocratisation de ces données, que nous savons maintenant si précieuses pour toute l'entreprise, il n'est pas logique que seuls les ingénieurs les utilisent. Avoir la capacité de l'apporter à toute l'organisation, de stimuler les résultats commerciaux, d'encourager l'excellence, de créer un langage commun, de créer de l'automatisation
et quelque chose qui va transformer notre espace. Cela va transformer la business intelligence, l'observabilité et la cybersécurité. Et notre échéance est non pas plus tard que 2027. Donc, en moins de 2 ans, nous pensons que les entreprises qui ne s'adapteraient pas à une expérience complètement différente, cela va être aussi proche que possible de ce que vous obtenez aujourd'hui en tant que consommateur. Ces entreprises cesseront tout simplement d'exister. Elles ne seront pas là et continueront à servir aux gens les mêmes interfaces analytiques qu'elles le faisaient en 2020. Ça ne marchera pas. Sachant cela, nous avons pris 2 décisions. A. Avançons rapidement et brisons des choses. B. Déterminons le meilleur talent dans ce domaine que nous pouvons faire venir au bureau avec nous. Et nous sommes partis en quête de ce talent. Quand nous avons rencontré l'équipe d'Aporia, il était évident qu'ils n'étaient pas simplement enthousiasmés par l'intelligence artificielle. Ils sont là depuis 5-6 ans autour du machine learning et de l'intelligence artificielle, les surveillant, fournissant de l'observabilité, traitant des données, traitant des nouveaux modèles, construisant les leurs. Et quand nous avons vu cette équipe et leurs produits, nous avons eu l'impression que ce serait un département vraiment puissant chez CoreLogix, qui serait CoreLogix Intelligence Artificielle. Nous allons réaliser un investissement conséquent dans les années à venir, en matériel, Graphics Processing Unit, etc., et en ressources humaines, avec 2 objectifs distincts. L'un est l'observabilité et la sécurité pour l'intelligence artificielle. Alors, comment nous assurons-nous que vous, en tant qu'entreprise, tout d'abord, êtes conscient de ce que l'intelligence artificielle est utilisée dans votre organisation? De nombreuses organisations n'ont aucune idée. Les ingénieurs utilisent des outils internes, appellent des interfaces de programmation d'applications et hébergent leurs propres modèles dans leurs applications pour fournir une excellente expérience client, mais l'organisation n'en a pas connaissance. Cela pose un énorme risque car l'intelligence artificielle n'est pas un simple logiciel qui fonctionne ou non. Il y a un gradient de résultats terribles qui peuvent se produire qui ne sont ni oui ni non. Et la deuxième partie est que vous devez être capable de le contrôler et d'être en conformité avec vos clients, avec leurs données, avec leurs performances, etc. Le deuxième point très intéressant est comment utilisons-nous actuellement l'intelligence artificielle pour l'observabilité et la sécurité? Comment faciliter le travail de l'ingénieur de fiabilité du site, de l'analyste de sécurité et du chef de produit? Beaucoup plus stratégique. Beaucoup de gens ont tendance à penser que l'intelligence artificielle est quelque chose qui va supprimer des emplois. La réalité de chaque changement technologique n'a fait qu'habiliter les gens, donc vous savez, quand le cloud est arrivé, il n'a pas tué le travail d'un ingénieur système ou d'un ingénieur réseau, parce que maintenant, tout est géré dans le cloud. Cela les a habilités et les a transformés en ingénieurs de plateforme et ingénieurs DevOps et experts en réseau parce qu'ils traitent maintenant avec la partie supérieure de la pyramide. Il en sera de même avec l'intelligence artificielle. Les ingénieurs pourront désormais construire davantage, plus rapidement et mieux. Mais l'attente du client va être si grande. Les clients attendront de nous et d'autres entreprises quelque chose d'incroyable, car si je peux simplement aller, vous savez, à une base 44 ou à n'importe quelle application là-bas qui vous aide à construire des applications en utilisant l'intelligence artificielle, demandez simplement à l'application de construire quelque chose pour moi. Si je peux faire ça moi-même, pourquoi acheter chez un fournisseur? La seule réponse est quelque chose qui est complètement différent, unique et poli. Pour cela, les ingénieurs doivent monter en compétences. Nous voulons leur fournir ces outils afin qu'ils puissent le faire en toute sécurité tout en maintenant les performances et la stabilité nécessaires. Et B, surveiller et sécuriser automatiquement pour qu'ils puissent innover rapidement, avancer rapidement sans rien casser. C'est en quelque sorte ce qui est unique dans la façon dont nous approchons nos clients et la technologie et ce que nous voyons l'intelligence artificielle faire sur le marché. Vous avez beaucoup de tâches à gérer. Ce n'est pas facile à digérer. Et je veux aborder 1 ou 2 points. Donc, vous avez acquis, et je pense que c'était votre plus grande acquisition, Aporia. Et c'est précisément une start-up qui s'est concentrée sur la fourniture d'outils commerciaux pour observer et sécuriser leur charge de travail d'intelligence artificielle. Et vous avez également mentionné que, bien sûr, vous lancez un centre de recherche dédié à l'intelligence artificielle. Donc, comme vous l'avez mentionné, l'intelligence artificielle en ce moment ne fait qu'amplifier tout ce que vous faites en matière de données, mais aussi avec la sophistication, qui devient excitant et effrayant en même temps parce que vous pouvez en fait avoir tout d'abord beaucoup plus rapide, du moins une gratification intense, rapide, même si c'est un peu, je dirais, hallucinogène, et même en termes de B, de
B, et je ne parle pas seulement de B à C, donc à partir du travail que vous avez fait, à partir de cette connaissance des données, et je vais un peu plus loin maintenant, à partir de votre acquisition aussi avec l'Aporia, comment voyez-vous l'écosystème commercial de l'intelligence artificielle va être, parce que comme vous l'avez dit, il y a beaucoup de nouveaux emplois qui sont créés, là, il y a beaucoup de perturbations aussi, mais une de mes impressions, et vous travaillez avec des gouvernements, institutions, est qu'il y a un énorme. Tout d'abord, il y a encore un énorme. J'utilise cela comme un exemple, c'est une grande question, mais je veux y toucher. Je travaillais avec une grande entreprise mondiale et surtout, ils veulent avoir une solution d'intelligence artificielle et je commence à poser des questions. D'accord, comment gérez-vous vos données et des choses comme ça, et puis réaliser qu'ils n'avaient aucune idée. Donc, je pense que vous avez les bases des fondations des données et comment gérer correctement les données. Mais bien sûr, avec l'intelligence artificielle, cela va être juste amplifié par des millions. Donc évidemment, ce défi, surtout pour les entreprises, de comprendre les fondations de base et aussi de passer de ces fondations de base à l'optimisation de leur entreprise. Parce que, comme vous l'avez dit, je pense qu'une grande partie des entreprises n'utilisent même pas encore leurs données de base. Et bien sûr, vous traitez avec les plus sophistiqués des entreprises. Mais quand vous allez à la société, en général, les petites et moyennes entreprises et même les grandes entreprises ont encore du mal à obtenir la transformation numérique des données et l'accessibilité de l'intelligence artificielle, je dirais. Oui, vous touchez à une très grande question. L'intelligence artificielle va-t-elle se tenir sur les talons de la transformation numérique ou l'intelligence artificielle est-elle une transformation en soi qui contient la transformation numérique? Maintenant, notre conviction est que c'est une sorte de mélange des deux. Les entreprises qui tentent de réaliser une transformation numérique complète, et dans mon monde, vous savez, cela se manifeste par la collecte et l'analyse de données, ont eu des difficultés à le faire parce qu'il fallait comprendre les données. Vous devez comprendre la structure. Vous devez savoir comment interroger. Vous devez savoir comment construire. Vous vouliez déplacer ou créer des applications. Vous devez avoir les bons développeurs, les bons designers et les bons chefs de produits. Et donc, toutes ces connaissances nécessaires vous ont en quelque sorte retenu. Alors maintenant, avec l'intelligence artificielle, qu'est-ce que cela signifie pour construire la bonne infrastructure de données? Qu'est-ce que cela signifie pour donner plus de pouvoir à vos ingénieurs, que vous n'avez plus besoin du meilleur talent au monde pour faire quelque chose qui est suffisamment bon pour votre entreprise? Et donc, je pense que cela va essentiellement réaccélérer la transformation numérique, amener tout le monde à la ligne de départ, et ensuite les entreprises qui utiliseront l'intelligence artificielle de manière plus efficace et qui pourront réellement exposer leurs clients en tant que valeur survivront et le reste disparaîtra, tout comme toute autre révolution. D'ailleurs, même des révolutions plus petites comme le cloud computing, les entreprises qui n'ont pas fait l'ajustement du cloud, beaucoup d'entre elles sont en difficulté. Je dirais que l'intelligence artificielle ressemble beaucoup plus à la révolution d'Internet qu'à autre chose, et nous ne pouvons même pas penser aux entreprises qui ne se sont pas adaptées à Internet parce qu'elles ne sont pas là depuis des décennies maintenant. Peut-être, vous savez, Kodak ou Blockbuster sont les seuls exemples qui me viennent à l'esprit. L'intelligence artificielle est bien plus que cela. Et il y a beaucoup d'énormes entreprises autour de nous que nous ne réalisons même pas, qui n'existeront tout simplement pas dans 5 ans parce qu'elles vont être complètement différentes. Maintenant, l'opportunité à votre point de vue sur les entreprises qui ont encore du mal à avoir les données et à utiliser les données qu'elles ont, mais l'opportunité pour elles de combler cet écart beaucoup plus rapidement et avec beaucoup moins de connaissances est ce qui va ouvrir cette porte à de nouvelles entreprises qui serviront ses clients de celles qui ne s'adapteraient pas à ce nouveau monde. En effet, vous avez soulevé l'aspect essentiel. Ce sera un véritable écosystème prospère. Et je pense que, comme vous l'avez mentionné, quand il y a tant d'innovation, et vous avez touché ce point dans votre réponse précédente, que nous allons avoir beaucoup de nouvelles entreprises, beaucoup de nouveaux emplois, mais en même temps, nous allons avoir une perturbation massive, et je pense que ce sera juste plus grand. Pour revenir au sujet, j'ai 2 questions de plus, sachant que j'ai dépassé le temps imparti et que je veux respecter votre emploi du temps. Si vous avez du temps, alors la première est regardons la transparence de l'intelligence artificielle et la scalabilité des données de l'intelligence artificielle et la transparence des données de l'intelligence artificielle parce que ce sont pour moi 2 des plus grandes questions auxquelles nous devons répondre. Et surtout, gardez à l'esprit que vous les gars, vous traitez avec tant de données gouvernementales, sensibilité géopolitique. Comment voyez-vous le point 1, la transparence, point 2? Les domaines autour de l'éthique de la gestion de ces quantités de données
Ouais, donc la transparence de l'intelligence artificielle, c'est presque exubérant de mentionner l'intelligence artificielle et la transparence ensemble, non? Parce que s'il y a une chose qui est très cohérente à propos de l'intelligence artificielle, c'est qu'elle n'est pas cohérente. Ce n'est pas déterministe. Comment rendre transparent quelque chose de totalement imprévisible? Et c'est là que la puissance de l'observabilité entre en jeu. Parce que si j'ai quelque chose qui est complètement imprévisible, la seule chose que je peux faire est de le documenter. Je ne peux pas prédire, n'est-ce pas? Je peux documenter. Quand j'ai étudié l'économie, j'avais ce super professeur qui est en quelque sorte un expert mondial en économie gouvernementale. Et il a dit, l'économie s'est tellement développée au cours des 100 dernières années que nous ne sommes maintenant pas en mesure de prédire ce qui va se passer à l'avenir. Mais nous sommes à un point où nous pouvons au moins expliquer ce qui s'est passé dans le passé. L'intelligence artificielle est si imprévisible et elle se développe et évolue si rapidement que le mieux que nous puissions aspirer est A, d'ajouter des garde-fous qui nous protégeront des erreurs qui seront catastrophiques pour notre entreprise et ralentiront l'adoption, et B, être capable d'auditer, de documenter et de stocker toutes les interactions de l'intelligence artificielle afin que nous puissions en tirer des leçons et que nous puissions avoir les preuves dont nous avons besoin pour réellement, vous savez, lorsque nous rencontrons un problème. Donc, d'un point de vue transparence, je pense que c'est quelque chose de crucial. C'est vraiment difficile et les entreprises qui n'embrasseraient pas la nature de, vous savez, logiciel non déterministe ou encore ce n'est même pas un logiciel, mais un caractère non déterministe dans ce que vous servez à votre client. Les entreprises qui essaieront de le dompter pour devenir déterministes, pour devenir conformes sans regarder les garde-fous, mais en ajoutant une série de ponts d'ombre et ainsi de suite, ces entreprises ralentiront à tel point qu'elles deviendront très rapidement insignifiantes. Et c'est pourquoi, lorsque nous l'examinons, la conversation que nous avons avec les clients est, encore une fois, l'intelligence artificielle n'est pas un logiciel et vous devez repenser la façon dont vous faites cela et vous devez repenser la façon dont vous communiquez cela à vos clients. Donc, quand on propose une fonctionnalité d'intelligence artificielle à un client, comme des requêtes en langage naturel, on leur dit qu'elle peut exécuter la même requête de façon totalement différente. Nous devons nous concentrer sur le résultat et nous surveillerons et nous verrons si cela ne donne pas. Vous devez nous donner des commentaires afin que nous puissions améliorer le modèle. Mais si nous essayons de nous concentrer sur le fait qu'il donne exactement la même réponse à chaque fois, nous venons de construire un moteur de règles. Nous n'avons pas construit un modèle d'intelligence artificielle. En ce qui concerne la sécurité, je pense qu'il y a deux aspects à cela. L'un est la sécurité de l'organisation qui sert le modèle et l'autre est la sécurité du consommateur. Donc, la sécurité de l'entreprise qui sert le modèle consiste à empêcher les fuites de données et à respecter les politiques et conformités. Comment puis-je empêcher vous savez, quel que soit le chatbot ou l'agent que j'expose d'être sexiste ou, vous savez, misogyne et ainsi de suite? Ce sont de grands risques commerciaux et des risques pour la marque. Et vous ne voulez certainement pas aller là si vous êtes une grande organisation, mais il y a aussi un risque pour l'utilisateur. Et qu'en est-il des mauvais conseils financiers? Et qu'en est-il des mauvais conseils de santé? Comment nous assurer que nous, en tant que consommateurs, sommes capables de nous protéger de cela? Cela nécessitera les deux, n'est-ce pas? CoreLogix peut aider avec les garde-fous, l'observabilité, la sécurité, la prévention des fuites de données, etc., ainsi que la documentation des données et la réalisation d'audits. Mais les consommateurs vont devoir commencer à traiter les logiciels comme ils traitent les êtres humains, ce qui est très, vous savez. Si je devais dire une chose sur l'intelligence artificielle, c'est qu'elle n'a rien d'artificiel. C'est de l'intelligence. Les gens continuent à l'appeler intelligence artificielle, mais ce n'en est plus vraiment une aujourd'hui. C'est juste de l'intelligence. Et quand vous interagissez avec un être intelligent, vous devez être, vous savez, vous devez juger tout ce que vous prenez. Quel que soit le conseil reçu, il faut y réfléchir. Cela va devenir de plus en plus difficile, n'est-ce pas? Aujourd'hui, la plupart du temps, vous obtiendrez une réponse de ChatGPT et la validerez sur Google. Avec le temps, il n'y aura plus rien de sermonique. Tout sera de l'intelligence artificielle. Alors, qu'est-ce qui est vrai et faux? En tant que consommateurs, nous devrons mieux utiliser notre jugement. Je dirais même jusqu'à éduquer les enfants dès leur plus jeune âge sur la façon d'interagir avec l'intelligence artificielle, comment interagir avec les machines. Donc, ils sont critiques à propos des informations qu'ils reçoivent et ils ne se mettent pas en danger. Donc, en termes de transparence, il y a des limites et nous les couvrons en documentant et en auditant. Et du point de vue de la sécurité, c'est à double tranchant
comment l'organisation se protège-t-elle, mais c'est aussi une responsabilité partagée avec le consommateur car c'est complètement non déterministe. Je souscris complètement à vos propos. Vous l'avez exprimé parfaitement. Le défi est de faire coopérer cette nouvelle intelligence avec la nôtre. Alors, dernière question, et en respectant votre temps, bien qu'il y ait beaucoup de questions que vous ouvrez probablement pour une seconde prise, donc vous êtes actuellement à ce croisement où vous avez un écosystème fantastique et vous avez également construit un produit fantastique. Et maintenant, je vois avec votre nouvelle acquisition et aussi toute l'attention portée à l'intelligence artificielle, vous apportez les données à une capacité beaucoup plus grande d'apporter cette intelligence supplémentaire. Alors, comment voyez-vous l'avenir de votre propre entreprise et ce que vous venez de dire auparavant en termes de produits et en termes d'écosystème d'entreprise? Parce que je pense que ce que je ressens, si vous regardez l'intelligence artificielle ouverte et même le copilote qui sont probablement en tête de la bataille de l'intelligence artificielle, au moins pour l'instant, parce que je viens de voir un rapport qui parle de 15 000 outils d'intelligence artificielle générative. Donc définitivement, comme vous l'avez dit, probablement comme le début d'Internet, un énorme 90 d'entre eux disparaîtront probablement. Mais dans votre cas, vous avez cet écosystème et ce que je ressens de mon expérience en affaires, c'est que le succès est l'écosystème et le produit devient l'élément pour servir l'écosystème. Alors, comment voyez-vous cette partie sur votre propre entreprise, sur CoreLogics, et aussi avec votre taille parce que vous avez des clients et des capacités, mais aussi en ce moment, c'est comment nous apportons ces réels à beaucoup d'entreprises à travers le monde. Oui, je considérerais CoreLogics comme l'avenir de CoreLogics en tant qu'outil de prise de décision commerciale pour l'ensemble de l'organisation. Pensez à ce que ChatGPT fait à l'Internet connu, CoreLogics le fera à votre organisation. Donc, les questions ne seront plus posées, comme les utilisateurs viennent aujourd'hui à Observe Reality Systems et demandent « Où sont les erreurs dans mon système? Quels serveurs sont à la traîne? Où est-ce la latence élevée? » Ce sont des questions techniques très spécifiques. Et si je pouvais demander au système lequel de mes services me fait perdre le plus de revenus ou quelle partie de mon application cause le plus de frustration à mes clients, puis en connectant les signaux du monitoring du réalisme, comment les utilisateurs interagissent avec votre logiciel, aux latences qu'ils obtiennent, aux machines qui les servent, aux gestions de la relation client et combien ces clients me paient, aux tickets de support qu'ils ouvrent, aux objectifs de l'entreprise que j'ai, et en vous donnant une seule réponse qui dit que la partie de votre application bancaire qui vous fait perdre le plus de revenus est l'échange de devises parce qu'il est lent, les clients ont tendance à se situer au milieu, et ceux qui passent à la concurrence le mentionnent souvent lors de l'ouverture de tickets de support. Ce composant pourrait causer de la frustration parce que l'infrastructure qui le sert atteint souvent une unité centrale de traitement élevée, ce qui entraîne alors une latence au niveau de la interface de programmation d'application et ensuite des erreurs en front-end que les utilisateurs obtiennent. J'ai posé une question et nous y répondons d'un point de vue technique, mais notre rôle est de servir l'entreprise et de l'aider à prioriser. Nous le relions aux revenus. Nous le relions à l'expérience client. Et c'est là que les clients voudront des recherches sur les logiques de base et pas seulement résoudre des problèmes. Je pense que la plupart des plateformes d'observabilité devront effectuer ce changement ou simplement cesser d'exister. Je pense que nous avons un grand avantage car dans l'analyse en flux, le client possède le format lisible, la couche sémantique qui détient toutes les clés ou les relations de cardinalité entre elles, donc nous pouvons réellement traiter les données d'une manière naturelle, un langage déclaratif Data Prime qui permet de traduire le SQL ou le langage humain en SQL. Nous avons longuement travaillé sur ces grands avantages et bien sûr sur le talent en intelligence artificielle que nous avons ici. Mais toutes les entreprises de notre secteur devront essayer de s'y tourner. C'est une excellente façon de décrire le rôle de décideur d'affaires en intelligence artificielle pour une organisation. Je pense que c'est un excellent motto dont nous avons besoin car les 15 000 outils d'intelligence artificielle générative peuvent être écrasants, ne font que provoquer de la confusion. Je réalise que les gens payent une fortune pour ces outils car cela semble peu, mais en les combinant tous, cela devient une immense distraction. Et les petites choses détruisent aussi bien. Tout d'abord, félicitations, c'est vraiment impressionnant ce que vous avez accompli et je suis sûr que ce n'est que le début. Pour notre audience, nous partagerons les liens et points forts. Bien que plus techniques, est-ce que nous touchons réellement les gens? Nous allons prendre certains des points forts parce que vous touchez ce qui impressionne autour des opportunités d'affaires, des emplois. Les défis aussi, eh bien, je veux juste vous souhaiter tout le meilleur pour vos réalisations ainsi que pour la continuation.
du produit et se concentrer sur la résolution des gros problèmes plus importants que jamais. J'espère que c'est le premier, probablement le deuxième, où je veux approfondir techniquement de nombreux sujets abordés. Merci beaucoup d'être là.